tu n'es pas trop émotive, ta colère a juste nulle part où aller. Est-ce que t'as déjà explosé pour une chaussette qui traîne par terre, pour un message auquel on t'a pas répondu, pour une intonation qui t'a un peu agacé ou une remarque qui t'a mis hors de toi et pendant des heures, peut-être même des jours, t'as ressassé, tu t'en es voulu de t'être énervé en disant que tu devrais pas être autant émotive, tu devrais pas être autant susceptible peut-être. Si tu t'es déjà dit ça ou si ça t'est déjà arrivé d'exploser pour un rien, je vais te dire exactement ce qui s'est passé. Parce que très souvent, ce que j'ai observé chez moi et chez beaucoup de mes clientes, c'est une croyance un peu sous-jacente qui dit je suis trop sensible, je suis trop émotive, je suis folle même peut-être. J'ai une de mes clientes qui particulièrement, quand elle est arrivée en coaching, avait constamment l'impression qu'elle était peut-être folle. Ou alors on pense que c'est un trait de caractère, un défaut à maîtriser, à cacher, à contenir. D'ici la fin de la vidéo, tu sauras exactement pourquoi tu exploses pour un rien, entre gros guillemets. Pourquoi est-ce que retenir ta colère la rend en réalité beaucoup plus dangereuse. Et je vais te donner 3 exercices issus de ma formation en Somatic Experiencing, qui est une méthode pour libérer l'énergie traumatique du corps, pour que ça s'arrête et pour que tu retrouves cette sensation de sérénité plutôt que cette sensation d'inquiétude à l'idée que tu puisses exploser n'importe quand et que tu saches pas comment réagir. Et la première chose à comprendre ici, c'est que ta colère, c'est pas un défaut, c'est pas non plus un trait de caractère, c'est une certaine quantité d'énergie qui est restée bloquée et qui n'a jamais pu être complètement évacuée. Personnellement, pendant des années, chaque fois qu'on me surprenait, c'est-à-dire certes qu'on me faisait une surprise, mais ou alors qu'on toquait à ma porte et que je m'y attendais pas et que je sursautais, qu'on m'interpellait dans la rue même, et pareil, que j'étais prise par surprise, j'explosais de manière complètement disproportionnée. Très vite, je repoussais la personne ou je mettais fin à la conversation et quelques minutes plus tard, je fondais complètement en larmes. Pareil, quand on claquait une porte, je supportais pas ça. Quand je sentais, si ce n'est qu'un tout petit peu de critique dans la voix de quelqu'un, dans le ton qui était utilisé, je me braquais. Et en fait, j'avais constamment l'impression de marcher un peu sur des œufs sans savoir à quel moment j'allais exploser ou pas. Et ensuite, à quel point j'allais m'en vouloir que ça ait été le cas. Sauf qu'en réalité, ce qui se passait, pour utiliser une image, c'est un petit peu comme si j'avais un grand vase devant moi et que pendant des années, il s'était rempli. En fait, à un moment donné, on était arrivé, disons, si on prend ma bouteille d'eau, on était arrivé à peu près juste ici, à la hauteur de l'étiquette verte. Et donc, il suffisait d'un seul petit élément pour que ça déborde complètement. Et sauf que du coup, quand ça débordait, bon bah, ça enlevait le surplus, mais on revenait peut-être à peu près ici. Et donc, rebelote le jour d'après ou la semaine suivante, dès qu'il y avait un petit truc, j'explosais, ça se vidait un tout petit peu, j'étais en mode bon, cette fois ça va aller mieux, et ça recommençait. Donc on voit très bien qu'ici le problème, c'est pas le contenant, c'est-à-dire moi, c'est pas la bouteille le problème. C'est le fait qu'elle a jamais été vidée complètement. Elle est toujours restée à ras-bord, pleine, prête à déborder. Et c'est pas pour rien qu'on utilise l'expression la goutte qui fait déborder le vase. C'est parce que c'est exactement ce qui se passe. C'est une petite goutte, donc, qui en réalité paraît être quelque chose de relativement petit, mais qui, quand elle est mise dans un vase qui est plein à ras-bord et qui n'a plus aucune capacité d'encaisser quoi que ce soit de plus, forcément que ça déborde. Et donc ici, le problème, c'est ni la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ni le vase en tant que tel, c'est le fait qu'on n'a jamais pu prendre le temps, ni avoir l'espace, ni peut-être apprendre comment vider le vase en premier lieu. Et c'est pour ça aussi que ça paraît incontrôlable, que t'as l'impression que t'es tellement émotive, parce qu'un rien peut faire déborder le vase. Un rien fait déborder la bouteille d'eau. Et t'en viens à penser et à croire que le problème c'est toi. Que tu devrais réussir à pouvoir contenir toujours plus, que tu devrais pouvoir réussir à agrandir la bouteille pour pouvoir encaisser encore plus. Sauf que, comme on l'a vu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la bouteille qu'il faut vider pour retrouver une capacité optimale. Ou, imaginons si par exemple la bouteille elle est vide ou si elle est pleine seulement jusqu'ici, forcément que tu peux encaisser une petite goutte, 2 petites gouttes, ça va rien faire. Mais l'important à ce moment-là, et on le verra après comment, c'est de pouvoir à mesure vider la bouteille avant qu'elle se remplisse à ras-bord. Parce que quand elle est remplie à ras-bord comme ça, c'est aussi très fatigant et très lourd déjà de base d'avancer avec cette bouteille qui est. Donc l'idée ici derrière, c'est de faire tout d'abord un travail de fond qui permet de vider le récipient qui est trop plein. Et ce travail va prendre du temps parce que si on le vide d'un seul coup, ce qui se passe c'est qu'il faut imaginer que là c'est une petite bouteille, mais dans ton cas c'est une énorme bouteille, c'est voire même un tonneau ou une cuve entière qui est pleine. Donc t'imagines bien que si tu la verses d'un seul coup, ça fait une énorme inondation et ça risque d'être un petit peu violent. Donc le but c'est d'être accompagné par quelqu'un, ici c'est ce qui personnellement m'a le plus aidé et c'est aussi de cette manière que le changement est durable, de pouvoir avoir quelqu'un qui est avec toi et qui te permet de petit à petit vider une goutte par goutte par goutte par goutte par goutte et pas juste de complètement vider
le vase, le tonneau, la cuve en une seule fois parce que ce sera beaucoup trop. Et ce que j'entends justement par vider petit à petit, c'est par exemple travailler avec un thérapeute qui puisse t'aider à petit vider ce contenant. Et je dirais même peut-être avec un thérapeute qui est formé en somatic experiencing ou qui travaille avec le corps. Parce que c'est pas juste en parlant de ta colère que tu vas pouvoir la libérer, ça c'est un autre point, mais la parole permet de vider peut-être un petit bout, une petite quantité de cette bouteille, mais elle va pas te permettre de complètement tout libérer. La parole en réalité permet de travailler sur un aspect du problème et aussi un aspect de la solution, mais on a besoin d'aussi intégrer le deuxième aspect qui est le corps, qui est le système nerveux et qui est toute l'énergie potentiellement traumatique qui est restée coincée dans ton système nerveux et qui fait que maintenant ta bouteille elle est pleine à ras-bord et qu'au moindre truc elle déborde. Donc ici, la chose importante à comprendre, c'est que c'est pas toi le problème. Le problème, c'est que ton réservoir, il est complètement plein, et ce, depuis des années. Et certes, peut-être de temps en temps, tu le vides un petit peu, mais jamais complètement. Et même si c'est évidemment difficile d'évaluer à quel point est-ce qu'on l'a vidé à 20%, 30, 50 ou 80, c'est important quand le réservoir est très plein, de pouvoir petit à petit, c'est comme si au fond de cette bouteille, j'avais mis une petite ouverture, une petite vanne que je pouvais ouvrir et fermer, et qu'on ouvrait la vanne très doucement. C'est comme s'il y avait un énorme barrage, c'est aussi une image que j'utilise beaucoup avec mes clientes. C'est comme si on avait un énorme barrage rempli d'eau. Donc t'imagines bien que si on casse le barrage, ça fait une énorme inondation et beaucoup de problèmes. Par contre, on a une petite vanne au fond du barrage qu'on peut ouvrir et qu'on peut contrôler. Et c'est ça qui est important, c'est ce qu'on appelle titrer en somatic experiencing. On va prendre goutte par goutte cette énorme quantité d'énergie et d'eau qui est contenue derrière le barrage. Et le barrage actuellement, c'est tout ce que tu as mis en place justement pour essayer de ne pas exploser, pour contenir justement cette colère. Le deuxième point ici, peut-être j'aurais dû mettre en premier finalement, c'est le fait que tu as peut-être grandi avec un narratif qui dit que la colère c'est mal, que tu dois pas exprimer ta colère, que tu dois contrôler ta colère. En fait, tout un narratif qui fait que dès que tu sens une goutte de colère, tu vas te juger. C'est comme si tu avais plusieurs petits bonhommes qui interagissaient en toi, on va dire. C'est un modèle qu'on utilise en IFS, Internal Family System. En fait, on voit l'humain pas comme une seule, on va dire, entité qui a toujours les mêmes intentions ou les mêmes modes de fonctionner, mais comme plusieurs petits, comme une famille finalement d'individus qui fonctionnent ensemble, qui se protègent les uns les autres. Et donc c'est comme si, par rapport à cette colère, t'avais un petit bonhomme qui était très en colère, qui trouve que les choses sont injustes, qui a été blessé peut-être, même qui peut-être protège, et c'est très souvent le cas, d'autres parts derrière qui sont peut-être tristes, qui sont peut-être blessées, qui sont peut-être vulnérables, et donc cette partie de colère qui a beaucoup d'énergie et beaucoup de force, on va dire, permet de protéger ces parties derrière qui sont peut-être davantage blessées et vulnérables. Donc ça, c'est le modèle qu'on utilise en IFS où on a des protecteurs, et derrière, on a des parties qui sont blessées. Et donc, on a cette partie protectrice, mais on a aussi une autre partie qui, elle, peut-être agit plutôt comme, on pourrait dire, un parent un peu sévère qui réprimande, qui juge, qui dit « Mais attends, t'es sérieux, tu peux pas faire ça, c'est pas bien d'être comme tu es, cache-toi, disparais, on veut pas te voir. » Et donc, peut-être qu'a priori, pendant un certain temps, ce bonhomme colère se fait un peu plus petit, mais en fait, il faut imaginer qu'il absorbe toujours plus de colère, au bout d'un moment, il explose complètement. Et donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est qu'avec tout le narratif, peut-être, que t'as intégré malgré toi, et c'est pas ta faute, le narratif qu'on a dans la société, et peut-être ce petit juge intérieur qui s'est construit et qui empêche cette partie de colère de s'exprimer jusqu'à ce qu'elle le fasse malgré elle, et qu'elle explose complètement. L'exercice que je peux t'inviter à faire ici, déjà juste comme une petite exploration sans avoir quelconque objectif là derrière, c'est juste d'essayer de rentrer en contact avec ces différentes parties et de voir, tiens, est-ce qu'effectivement il y a cette partie de colère? Est-ce qu'effectivement il y a ce juge intérieur? Et peut-être déjà d'essayer de te tourner vers le juge et de voir, mais tiens, mais quelle est son intention là derrière? Qu'est-ce qui fait qui pense que c'est si mal d'exprimer la colère? De quoi est-ce qu'il a peur qu'il arrive si cette colère était exprimée, si ce petit bonhomme colère pouvait justement s'exprimer? Depuis quand est-ce que ce juge est là? Et comme d'entamer une conversation bienveillante avec lui. Le but, encore une fois, c'est pas de créer un autre juge qui va juger le juge, on est d'accord? C'est vraiment d'être comme dans une posture hyper bienveillante, en essayant de comprendre et juste de reconnaître peut-être aussi la valeur en premier lieu de ce jeu. Et si ça paraît un petit peu compliqué comme ça, ne t'en fais pas, le but c'est juste de créer un petit peu de conscience là autour et c'est comme de revenir dans la posture de ce qu'on appelle en IFS le self, c'est-à-dire la partie finalement qui peut observer toutes les parties et qui elle est bienveillante, curieuse, qui a de la compassion, qui est présente. Et donc de remarquer aussi, et c'est
ça que je veux te faire passer ici, au-delà du fait voilà, de discuter avec les parts, ça c'est un travail peut-être plus approfondi que je fais avec mes clientes et que si tu as envie de faire, tu peux faire avec moi ou avec quelqu'un d'autre. C'est simplement de revenir à cette posture de ah, en fait, je suis peut-être pas mes parts, je suis pas la part colère, je suis pas la part qui juge, je suis pas non plus que les parts blessées, mais par contre, je peux les observer. Et ça permet de revenir justement dans une posture beaucoup plus présente et tout à coup de voir que t'as peut-être pas un problème fondamental, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ces parts ou ces parties dont je te parle, on les a tous et toutes. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, je t'invite à aller voir le travail de Richard Schwartz, qui a développé justement le modèle de l'IFS et qui explique qu'on a tous des parts en nous. Et contrairement à ce qu'on a peut-être l'impression que si on a plusieurs voix dans notre tête, c'est qu'on a un problème psy. Donc peut-être à un certain degré, oui, quand vraiment ça nous empêche de fonctionner normalement, mais en réalité, on l'a tous. Et quand on peut accepter ça, quand on peut voir qu'on n'est pas ces parts en tant que telles, qu'on ait peut-être la conscience derrière qui permet de remarquer ces parts-là, et là je te redirigerai, si ça t'intéresse, cette question de conscience un peu présente vers le travail de Eckhart Tolle, on peut tout à coup prendre du recul et avoir beaucoup plus d'acceptation et de compassion, ce qui, tu verras, va te permettre tout à coup de baisser déjà la charge de cette colère. Parce que ce qui fait que cette colère, elle explose tout à coup, c'est aussi parce qu'elle n'est pas vue, elle n'est pas comprise, elle n'est pas reconnue, et elle est comme chassée un petit peu. Et donc quand on peut la réintégrer déjà, ça permet de retrouver un petit peu plus d'harmonie. Et quand on fait ça avec le travail du premier point que je t'ai dit, de pouvoir vider le vase complètement, on trouve déjà et on arrive à créer une base qui est déjà beaucoup plus stable. Et le troisième point ici que je voulais t'apporter, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, c'est en fait quel chemin tu peux donner à cette colère, c'est-à-dire à ce bonhomme colère, pour qu'il ait un cadre et pour qu'il sache comment est-ce qu'il peut s'exprimer. Si on continue dans cette métaphore du petit bonhomme colère. Et pour ça, je vais te donner 3 exercices issus de ma formation en Somatic Experiencing qui vont pouvoir t'aider comme baliser le chemin qui est pris par ce bonhomme colère au lieu de le laisser courir dans tous les sens et de pas savoir en fait où on se dirige, tout en lui permettant bien sûr de s'exprimer. Et la première chose pour ça, c'est de savoir en fait quand est-ce qu'il a besoin de s'exprimer. Et pour ça, ce qu'on a besoin de faire, c'est de pouvoir observer ce qui se passe à l'intérieur dans ton corps. C'est-à-dire de prendre l'habitude de noter les signaux qui précèdent un peu ce débordement du vase ou qui t'indiquent que justement il y a de la colère. Et ces signaux, ça peut être des sensations corporelles, ça veut dire tout à coup ta température corporelle augmente, t'as tout à coup un peu plus chaud, tu sens peut-être ton visage qui devient un peu rouge, écarlate. Ça peut être une image, tu sens comme un geyser monter ici qui va complètement exploser, ou t'as l'impression que t'es un volcan qui s'apprête à entrer en éruption. Donc ça peut être des sensations, des images, ça peut être aussi des gestes ou des impulsions à faire des gestes, donc de pousser, de frapper quelque chose. Ça veut pas dire que tu le fais, ça veut simplement dire que tu sens que t'as cette impulsion un peu à le faire, à mordre peut-être aussi. Ou ça peut être des pensées, certains types de pensées qui t'indiquent que la colère arrive. Parce que ce qu'on observe dans une expérience ou dans quelconque situation en somatic experiencing, ce sont 5 éléments. Ce sont les sensations, les images. Ça peut être les images, c'est aussi peut-être ce que t'entends, ce que tu peux, sentir, ce que tu vois. Mais dans le cas de la colère, vu qu'on regarde un sentiment interne, c'est peut-être un peu moins le cas. Donc les sensations, les images, les gestes, justement, les impulsions à certains gestes, les émotions. Donc ici, en fait, on essaie d'observer la colère à travers ces 4 autres éléments, les émotions donc, et finalement les pensées. Et donc si tu arrives à observer ces éléments-là, déjà ça te permet d'avoir tout à coup une lecture différente de ce qui se passe, parce que t'es plus tout à coup submergé d'une seconde à l'autre par la colère, t'as peut-être réussi à observer que déjà en début de journée, tu commençais à sentir cette colère peut-être quelque part dans ton corps, ou d'avoir certaines pensées qui sont suivies par certaines sensations, ou inversement. Et en fait c'est comme si t'arrivais à retracer petit à petit et à décomposer ce qui avant venait d'un seul coup. C'est comme si en utilisant une image, t'avais actuellement une pelote de laine complètement emmêlée, et que ce qu'on essayait et que cette pelote complètement emmêlée, c'est ce que grosso modo t'appelles être émotive, exploser, être en colère. Que là c'est comme si on essayait de défaire cette pelote emmêlée et de pouvoir voir, ah tiens en fait au début ça commence par des pensées, puis il y a une sensation qui arrive. C'est comme si on décomposait finalement ce qui peut-être actuellement se passe pour toi en une seconde, et d'une seconde à l'autre t'explose. Alors que peut-être ça a déjà commencé bien avant, des minutes, voire des heures, voire des jours avant, voire peut-être même des semaines avant, où quelque chose se passe et ça s'accumule, et tout à coup,
pour une petite remarque, pour une chaussette qui traîne par terre, t'exploses. Donc ça, c'est la première chose à faire. C'est de pouvoir observer et décomposer ce qui se passe, selon la structure que je viens de te donner. Et maintenant, je vais te donner 2 exercices que je trouve extrêmement efficaces et que tu peux faire n'importe où, c'est-à-dire chez toi, bien sûr, mais aussi si t'es au travail, si t'es dans un lieu public, si t'es dans le train, dans le métro, au supermarché, et qui te permettent de décharger cette colère. Parce qu'en attendant, malgré le fait qu'on l'aura observée, la colère, elle est là, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de sortir. Et la première chose à faire ici, c'est qu'on va essayer de pousser un mur. Donc, dit comme ça paraît un peu drôle, mais je vais te montrer rapidement. Bon là, je suis vraiment pas dans la bonne position, mais attends, je vais te montrer. Donc, je sais pas si tu vas voir ou pas, mais ici, l'idée, ça va être de vraiment comme pousser le mur en essayant de le déplacer. Tu pousses dans tes jambes, tu pousses dans tes bras, en essayant de mettre comme toute l'énergie et la colère que tu pouvais ressentir en poussant ce mur. Ensuite, tu fais une petite pause de 10-15 secondes, t'observes tes sensations, les images qui viennent, avec le même modèle que ce que je t'ai donné avant, donc sensations, images, les gestes qui arrivent, et tu recommences jusqu'à ce que tu sentes que ta colère, elle descend. C'est-à-dire, tu continues en fait de faire l'exercice numéro 1 que je t'ai donné avant, en observant quelles sont les pensées, quelles sont les émotions. Et quand tu sens que ça descend, et qu'en fait cette colère, tout d'un coup, elle baisse, tu sais que t'es en bonne voie. Ça, c'est le premier exercice. Et en fait, cet exercice, il permet de stimuler l'énergie qui est peut-être coincée dans tes muscles aussi, dans tes fascias. Parce que très souvent, quand on est en colère, finalement, on reste assez statique. On s'autorise pas trop à bouger, ou alors quand on bouge, finalement c'est déjà trop tard et du coup on n'arrive plus à contrôler la quantité d'énergie finalement qui est liée à cette colère. Et donc là le but c'est comme de pouvoir quand même sortir cette énergie sans pour autant que ce soit complètement incontrôlé. Et le troisième exercice ici, c'est de prendre un tissu, un pull, une serviette, ce que tu as sous la main. Ici, je vais prendre mon sac DIY que j'ai fait moi-même il y a quelques années et de pouvoir comme le tordre, faire comme si en fait t'essuyais un torchon. Donc ça donne quelque chose comme ça. Et vraiment de le tordre et de mettre toute ton énergie là-dedans. Donc prends pas non plus un tissu qui est dommageable. Et d'imaginer comme si ta colère était essorée à travers ce torchon. Pareil, tu le fais pendant une dizaine, trentaine de secondes. Tu t'arrêtes, t'observes tes émotions, sensations et tu refais le cycle jusqu'à ce que tu sentes que ta colère elle descend. Et je dis descend parce que chez moi, un des indicateurs que la colère elle baisse, c'est que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui descend et qui se pose. Pour moi, j'ai souvent une image de, je sais pas si t'as déjà vu ça, mais dans certains jus de fruits qui sont non filtrés, on a comme un dépôt au fond. Et quand on l'agite, le dépôt il part et le jus devient un petit peu opaque comme ça, alors qu'avant il était assez transparent. Et donc pour moi, quand le jus est opaque et qu'il y a un peu tout qui bouge et qu'on voit plein de petits éléments qui bougent, c'est quand je suis en colère. Par contre, quand tout à coup ça baisse et que le dépôt il revient vers le fond, je sais que je commence à revenir au calme. Et donc ça c'est mon indicateur par exemple. Ce sera pas ton indicateur. Donc c'est de trouver petit à petit aussi tes indicateurs qui disent « Ah ok, là, on est en train de sortir de cette colère-là. » Et tu verras que tout ça mis ensemble, non seulement ça te permettra déjà de vider un peu le vase, de te sentir mieux et plus calme, mais surtout ça va te donner une énorme confiance quant au fait que en fait, t'es pas trop émotive. Ta colère, simplement, elle a besoin d'être canalisée quelque part. Et donc là, je t'ai donné des exercices, mais ça peut bien sûr être aussi à travers un sport, à travers un art. L'idée, c'est de pouvoir faire cet exercice, le premier que je t'ai donné, donc très important de pouvoir observer et décomposer ce qui se passe, puis ensuite d'avoir comme un chemin que tu peux donner à cette colère, un endroit où aller, ce qui va te donner la confiance de, en fait, je vais déjà voir les signaux avant d'exploser, et non seulement j'aurais vu ces signaux, mais j'aurai un moyen de canaliser cette colère sans qu'elle explose. Et si tu fais le travail en même temps avec un thérapeute ou avec quelqu'un qui peut t'accompagner pour complètement, on va dire, petit à petit vider les vannes de la bouteille, du barrage ou de la cuve, tu verras que tu vas retrouver une capacité tout à fait optimale d'interagir et de réagir à ce qui se passe dans ta vie sans avoir l'impression que t'es trop émotive et que t'exploses complètement. Parce que c'est pas une question d'être trop émotive. C'est une question de pouvoir écouter et être attentive à ta colère et ensuite pouvoir lui donner un moyen de s'exprimer. Puis, mais ce sera pour une prochaine vidéo, de pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a derrière la colère. Parce que souvent, il y a la colère et puis derrière, il y a la tristesse. Et tout un tas d'autres émotions qui sont beaucoup plus difficiles à ressentir que la colère. Mais la première étape, c'est déjà cette colère-là. Donc maintenant, tu comprends pourquoi est-ce qu'en réalité, c'est pas que t'es trop émotive, mais c'est simplement
que ta colère a nulle part où aller et que c'est pas un défaut de caractère. C'est vraiment un vase dans lequel on a accumulé de l'eau et qui au bout d'un moment déborde. Et maintenant non seulement tu comprends comment faire, mais t'as aussi une manière de pouvoir exprimer cette colère et l'observer. Et si d'ailleurs t'es dans le processus de réguler ton système nerveux, de guérir certaines choses, et que t'as l'impression que peu importe ce que tu fais, ça marche jamais, que peu importe les exercices que tu fais, ça fonctionne pas, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet qui te montre la chose que personne t'explique, mais qui t'empêche de réguler ton système nerveux et qui fait que ton système nerveux ne se régulera pas, c'est-à-dire que tu vas jamais te sentir plus calme, mieux, etc. Parce que malgré tous les exercices que tu fais, ou toutes les routines que tu as mis en place, ou même toutes les séances de thérapie que tu as fait, ça n'avance pas à cause de cette chose que je te partage dans la vidéo suivante. Donc si ça t'intéresse, clique juste ici et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté et oublie pas de t'abonner à ma chaîne ou à mon podcast. Et si t'es sur le podcast, de laisser un avis 5 étoiles, je l'espère en tout cas, ce qui va énormément aider d'autres personnes à découvrir les épisodes et à pouvoir eux aussi avancer sur leur propre chemin. Merci beaucoup et à très vite.